À penser que cet endroit de la planète, ce morceau de la planète, c'est merveilleux, c'est un petit écrin, d'accord? C'est à moi. Je possède ça. Cet arbre, ce chêne est à moi. Alors au début, je signais les feuilles des arbres. Franck Lepage, Franck Lepage, Franck Lepage, Franck Lepage. C'est super bizarre. Je suis au milieu de nulle part, mais je connais les limites cadastrales théoriques de mon chez moi. Mais je suis au milieu de nulle part, d'accord? Je n'ai que 2 hectares au milieu de 35 hectares, si vous préférez. De temps en temps, il y a quelqu'un qui vient se paumer par là en se baladant, et je vous promets, il met un pied chez moi. Il dit, ah, pourquoi il est chez moi? C'est bizarre, propriétaire. C'est bizarre. C'est un truc à surveiller. Un jour, je vois un mec qui coupe une branche de noisetier chez moi, au milieu de 35 hectares. Je choisis chez moi. Enfin, c'est fou ce truc, cette agression. C'est fichier S, le mec direct. Enfin, tu vois, je veux dire. Donc je vais le voir, tu vois, une espèce de petit vieux. Bon, je vais le voir, puis je dis excusez-moi, voilà, vous êtes chez moi, vous faites quoi? Enfin, tu vois. Et le type me dit bah, j'ai cassé ma pelle, j'ai pas les moyens de m'acheter un manche, donc je me fabrique un manche. J'ai eu honte pour moi, quoi. Je veux dire, il me prend tout le noisetier que tu veux. Enfin, tu vois. En propriété, c'est un drôle de truc. Enfin, je peux le faire. Moi, je suis allé acheter un sachet de petits oignons, je les ai mis en terre. 6 mois après, ils étaient toujours aussi petits, j'ai remis dans le sac. Une copine qui m'a dit ta terre, t'as fait analyser ta terre. Je dis vous me faites chier, maintenant je mets des gros oignons, quand j'ai besoin, je vais en chercher un. Ça va. Donc, le plan de tomate. Il faudrait que je vous parle des potirons aussi, parce que quand on ne vous explique pas qu'un plant de potiron, ça nourrit une famille de Rome pendant 1 an, et qu'en bon conte parisien, vous faites germer dans des jolis petits poquets séparément les 90 graines de sachet, puis quand elles ont atteint la taille d'un crayon avec 2 feuilles, vous les mettez en terre dans votre jardin. Et là, vous partez en vacances. La gueule du jardin. Puis là, tu fais chier tous tes potes. Tu veux pas me prendre un pot de viande? Ouais non, Franck, on a déjà pas bouffé celui du mois dernier. Bah oui, mais j'en ai 400. Bref. Le plant de tomate. Parce que nous, on a un truc en plus que vous n'avez pas ici, c'est les limaces. Si. Ouais. Je demande à voir avec le Finistère. Je demande à comparer. Ouais. Attends. On est dans le Finistère. Hein. Chez nous, il fait beau plusieurs fois par jour. Hein. Excuse-moi, mais chez nous, il y a 2 saisons, hein, l'hiver et le 15 août. Hein. Vous connaissez le proverbe finistérien, hein, quand le goéland se gratte le gland, c'est mauvais temps, quand le goéland se gratte le cul, bah, c'est pas bon non plus. Donc, non. Puis alors, les limaces, les gens, ils ont des tas de conseils, tout le monde. Ils ont tous le truc imparable. Il n'y a rien qui marche, ils connaissent tous le truc, tu vois. Il faut mettre de la cendre. Oui, après 3 inverses dans la journée, tu vois la gueule de la cendre. Il faut mettre de la bière. Oui, je la bois maintenant. Faut mettre des coquilles d'œufs. Alors, tu bouffes des œufs, tu chopes du cholestérol. Elle s'en fout, elle passe dessus. Qu'est-ce qu'on a fait? Il faut mettre des feuilles de houx. T'as déjà essayé de cueillir des feuilles de houx, connard, tu vois. Oui, parce que je veux pas mettre de produits. J'ai un rapport comme ça bête, tu vois, genre pas de produits chimiques, machin. Non, le seul truc qui marche avec les limaces, c'est la frontale à 2h du matin. La première fois qu'on jouait à Carcassonne avec mes potes, 2h du matin, ils me voient me lever, prendre un saut, une frontale, ils disent bah Franck, où tu vas? Je vais aux limaces. Là, t'arrives dans ton jardin et tu comprends que c'est la guerre. C'est une guerre. En fait, elles sont en train de te flinguer un rang de jeunes haricots, mais un truc de fou, quoi. Et donc, et moi, je veux pas leur faire du mal, vous comprenez? Je connais des gens qui les piquent avec des fourchettes, d'autres qui mettent du sel, elles se tordent de douleur. Enfin, moi, je fais pas des trucs comme ça. Enfin, donc, moi, ce que je fais, c'est que je les jette plus loin. Bon. Donc, le plan de tomate, le début de cette histoire, c'est... Donc, on expliquait que le début de toute cette histoire de culture, c'est la Révolution. Alors vous allez dire, ah ouais, la Révolution française. Non. Non, ça c'est seulement la deuxième branche. La Révolution anglaise, 1750. 1750, la Révolution industrielle. Parce qu'on expliquait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à cause d'une nouvelle invention, hein, c'est toujours pour ça qu'il y a une révolution, à cause d'une invention dans la façon de produire. On appelle ça une innovation technologique majeure.
La roue, l'invention de la roue avait amené la civilisation agricole. Là, c'est la vapeur qui va amener la société industrielle dont on va crever dans très peu de temps pour cause de fin du pétrole, de tout ça. Leur façon de vivre paysanne, leur façon de se marier, leur façon de tout ça terminer. Ils sont sur une machine et ils vont mettre un siècle à peu près à se refabriquer une culture qui est la culture ouvrière, à se redemander qui ils sont, quels sont leurs, etc., à se refabriquer une culture. Et donc on expliquait ça, on expliquait que la vapeur va permettre un double phénomène que les marxistes connaissent bien, d'accumulation et de transmission. J'accumule, je transmets au mien. Et donc j'ai créé des petites dynasties comme ça avec mes enfants, etc. Et il va être possible, grâce à la vapeur, pour certains d'entre nous, que ma vie soit meilleure à la fin de ma vie qu'au début de ma vie, et que la vie de mes enfants soit meilleure que ma propre vie. L'ascension sociale. C'est ça qui est en train de changer. Il n'est plus du tout évident que ma vie sera meilleure à la fin de ma vie qu'au début, et que la vie de mes enfants sera meilleure que ma propre vie. Donc ça change tout ça. Et donc on explique, faites pas la gueule non plus. On expliquait ça et on expliquait que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on va passer d'une société de reproduction identique à une société d'ascension sociale, grâce à la vapeur. Et donc on expliquait que pour rendre ça possible, en marxiste on dit pour libérer les forces productives, il va falloir faire péter tout le système juridique qui empêche ça. Et donc, deuxième branche de la tomate, la Révolution française, celle qui va donner sa structure juridique au capitalisme. Le capitalisme, c'est un système juridique. La définition du capitalisme, ça tient en 3 mots. Le droit d'accumulation illimité. Voilà. Vous avez la définition du système économique le plus bête, le plus triste, le plus suicidaire, le plus mortifère de toute l'histoire de l'humanité. Le droit d'accumulation illimité, quelles que soient les conséquences de cette accumulation, en termes de misère, de guerre, de tout ce que vous voulez. Voilà. Je rappelle que la limitation de ce droit s'appelle le socialisme, à ne pas confondre avec les socialistes, ça c'est autre chose. Et donc on expliquait qu'on va, pour rendre ça possible, on va créer une société d'individus dotés de droits, et notamment du droit d'aller se faire exploiter librement où ils veulent, quand ils veulent, dans les usines, donc les droits de l'homme. Alors je vous parle des droits de l'homme de 89, je ne vous parle pas de ceux de 45, le droit à l'éducation, la santé, la culture, non, je vous parle il y a 4 droits principaux qui sont décrétés en 89. Le premier, c'est le droit de propriété. Et en fait, si vous regardez bien comment c'est fait, il y a un droit qui est décrété à la Révolution française et les autres ne sont que des corollaires et des applications de ce droit. Et le droit qui est décrété à la Révolution française, c'est le droit de propriété lucrative. Pas de propriété d'une paire de sabots, d'un âne ou d'une chaumière. Ça, c'est la propriété d'usage. Non, mais c'est vrai, soyez marxiste aussi un peu. Je veux dire, on va pas passer notre temps à tout réexpliquer. Propriété d'usage, on s'en fout de celle-là. Elle n'a jamais été interdite nulle part, même chez Pol Pot. Enfin, d'accord, vous avez le droit de posséder un truc que vous utilisez. Non, le droit de propriété qui est décrété en 89, ce qu'ils appellent le droit de propriété, c'est le droit de propriété lucratif. C'est le droit de posséder une usine, une entreprise à titre privé et les gens qui sont dedans. C'est ça qui est décrété. 89 crée l'employeur. L'employeur, définition, celui qui a le droit d'embaucher et de débaucher à merci, comme il veut, sans qu'on lui dise rien. Et donc, 89 crée ça. Et les autres, le deuxième droit, c'est le droit de liberté, de faire ce que vous voulez de votre propriété. Je vous rappelle la définition du droit de propriété en France, usi et abusi. Le droit d'user et d'abuser d'un bien, définition officielle juridique. Si vous avez la Joconde, vous avez le droit de la brûler, user et abuser d'un bien. Si vous êtes monsieur Michelin, l'année de vos bénéfices records en milliards, vous avez le droit de licencier 5000 personnes sur les quartiers de Clermont-Ferrand dans votre groupe. C'est votre droit de propriétaire. Monsieur Jospin, à l'époque, ne peut rien vous dire. Vous faites ce que vous voulez. Ils sont à vous, les ouvriers, vous faites ce que vous voulez. Donc le droit de propriété, le droit de liberté, le droit de sûreté, c'est le droit qu'on protège votre propriété contre des ouvriers qui voudraient s'en emparer. Et le droit de résistance à l'oppression, c'est le droit qu'on protège votre usine contre des États qui voudraient s'en emparer. Monsieur Sarkozy, avant de se faire virer, avait essayé à toute vitesse d'obtenir le remboursement à la famille Renault des nationalisations de 45, au nom de leur droit de propriété. Il n'a pas eu le temps. Et donc ces 4 droits vont signer le début du capitalisme,
le vrai début du capitalisme. Arrêtez de vous laisser dire sans vous défendre que le capitalisme existe depuis que des mammouths s'échangent des coquillages, d'accord? Ça, c'est une société de marché. Il y a eu des sociétés de marché pré-capitalistes et il y aura des sociétés de marché après le capitalisme. Le capitalisme est une forme ridiculement courte dans notre histoire. Attention, hein, quand votre beau-frère vous dit oui, ben, il n'y a pas d'autre système de toute façon, enfin, rappelez-lui ça. Rappelez-lui que ça a 200 ans, c'est que dalle, c'est rien. Et ça va s'arrêter pour les plus pessimistes, les 30 ans. Pour les plus pessimistes. Fin du pétrole, fin du cuivre, fin du phosphate, on y va, d'accord, 30 ans. Il y a des gens dans cette salle, pour les plus jeunes, qui verront la sortie du capitalisme. C'est absolument certain. Je ne dis pas que ça va bien se passer. Moi, je m'en fous, je ne serai plus là. Je vous souhaite bien du courage, parce qu'ils ne vont pas se laisser faire en face. Hein. Rêvez pas. Mais le capitalisme est une forme stupide qui nous emmène droit dans le mur, qui nous amène probablement à la nouvelle extinction, la grande extinction des espèces, hein, la surpêche, on y va et tout ça, bref. Et donc ces 4 droits vont signer la nature, la vraie naissance du capitalisme. Et alors il va falloir changer le rapport à l'inégalité. C'est-à-dire qu'on sait que si on libère complètement ça, et si on donne le droit à des gens de posséder d'autres gens et tout ça, avec des entreprises, on sait que ça va créer des inégalités considérables. Et donc, la 3e branche de la tomate, la culture, elle arrive là. La culture comme nouvelle explication des inégalités, comme nouvelle légitimation des inégalités. C'est à ça que va servir en fait l'école.